qu'est-ce que vous en avez retiré quand la question a été abordée ce matin? Sur qu'est-ce que c'est qu'un documentaire, en fait? Et je ne suis même pas sûr qu'objectivement, on puisse donner une réponse purement satisfaisante. Ce qui distingue le reportage du documentaire, déjà, il y a une question purement technique, de diffusion. Le documentaire est hors de tout cadre, disons, magazine. Voilà. Il est une œuvre en tant que telle, et d'ailleurs, il est crédité comme tel par les sociétés d'auteurs qui nous reversent nos droits. Donc, il appartient à une définition spécifique qu'on appelle une œuvre unitaire. Le reportage, lui, fait partie d'un autre registre télévisuel, si vous voulez, qui est le flux. Le flux, c'est l'image du robinet qui coule, etc. Et dans ce cadre-là, le reportage, il est intégré à un programme qui peut être le journal télévisé, pour les plus courts formats, qui peut être une émission un magazine d'information, etc. Il y a une différence de format entre les deux. On peut dire que, et d'ailleurs ça dépend un peu des pays, mais pour la France, en gros, les formats documentaires, c'est 26 minutes, 52 minutes, 90 minutes, 100 minutes. Ça dépend de la chaîne. Aujourd'hui, les carcans sont un peu plus larges qu'ils n'étaient il y a quelques années. Les formats reportages sont différents. Ils peuvent aller du 2 minutes, 3 minutes dans le cadre d'un journal télévisé. Et puis, il y a des formats plus longs, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celui du documentaire. Et puis enfin, il y a une distinction, à mon avis, de fond, qui est le registre et les fonctions. Le registre du reportage est univoque d'une certaine manière. Il est informatif. Alors que le documentaire, c'est un territoire en soi qui est peu exploré, de très nombreux genres, et qui a autant de fonctions que peut même en avoir la littérature. Il peut être informatif, mais il peut être satirique, il peut être poétique, il peut être historique. Enfin, il y a toutes sortes de fonctions qui démultiplient le genre lui-même. Comment est-ce qu'on va raconter ça? Qu'est-ce qu'on va filmer? Comment on va le raconter? Est-ce que des gens vont témoigner? Est-ce qu'on va suggérer ou montrer? Est-ce qu'on va être poétique ou descriptif? C'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser et puis trouver ensuite l'angle, la manière de faire qui sera ce qu'on considère être la bonne. Et puis après on l'écrit et puis après on le fait. La question que je voulais vous poser, elle était un peu annexe. C'était votre rapport, vous, en tant que documentariste, aux films de fiction, et en quoi les films de fiction, ça a orienté votre manière de faire des documentaires, ou est-ce que c'est pour vous deux univers à part? Est-ce que ça influence pas du tout votre travail de documentaire? Ouais, je dois pas être... bah, moi, j'ai une vraie passion pour le documentaire, et en même temps, je n'aurais pas eu de passion pour le documentaire si je n'avais pas eu au préalable une passion pour le cinéma. À partir du moment où il y a du montage, où il y a une dramatisation, où le documentaire doit suivre, au fond, les contours ou les directives de la fiction, on n'échappe pas à une forme de mise en scène, de dispositif dramatique. Il faut qu'à un certain moment, eh ben, il y ait un climax, il y ait une acmé, comme dans tout type de narration. Donc, de toute façon, oui, on suit les modalités depuis l'origine, depuis la tragédie grecque, de ce qu'est le fait de simplement raconter une histoire. On est confronté à chaque seconde à des choix. Est-ce qu'on doit tenir cette image encore? Est-ce qu'il y a une information qui doit s'y substituer? Est-ce que c'est une autre image qui doit prendre le relais? Est-ce que chaque seconde est un choix? Et ça, c'est, je crois, pour nous qui les faisons, quelque chose de fascinant et d'épuisant, parce qu'on est sans cesse sollicité par le choix, et le choix, c'est à la fois la liberté et en même temps, c'est l'épuisement absolu. Il faut arriver à, sans jamais trahir l'histoire ni la vérité, finalement à créer une osmose entre les deux, entre un vrai travail historique, un vrai travail de recherche. Deuxième temps, dans les rapports historiens, historiennes et réalisateurs, c'est à mon sens la création d'Arte, donc qui commence par s'appeler la SET, Société européenne de programmes de télévision. C'était aussi un jeu de mots par rapport au fait que le 7e canal à l'époque était potentiellement disponible. Oui, c'est sûr qu'Arte a changé la donne, clairement.
Et Thierry Garrel, que je pense qu'on a bien connu tous les deux, on lui doit beaucoup. Sinon tout, parce qu'en fait, ça a fait tache d'huile, si on veut. Du coup, France Télé, qui n'avait pas nécessairement de caisse documentaire, en a créé. Donc ça a permis quand même de donner une place, une sécurité et une production française au documentaire de recherche. Et très souvent, comme l'a rappelé Christian, fait en relation avec les historiens eux-mêmes, qui sont quand même aussi la source de nos travaux, de ce qu'on fait. Et en même temps, une exigence qui est celle du téléspectateur, qui est celle de la télévision ou du cinéma, qui est d'arriver à tenir en haleine, mais pour la bonne cause, j'ai envie de dire, pour que justement il puisse assimiler ces connaissances qu'on lui livre au mieux, sans qu'il décroche ou qu'il zappe. Ça, c'est la préoccupation du diffuseur. Je pense aux travaux, alors là, en termes d'écriture, non pas par image, mais par le texte d'Yvan Jablonka, qui dit que finalement, aujourd'hui, l'historien, s'il veut que le lecteur comprenne d'où il parle, il doit mettre en scène sa propre enquête, écrire, enfin, raconter comment il a mené son enquête, comment il a trouvé des archives, comment il a interrogé les témoins. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le produit fini, mais finalement la mise en scène de tout le travail qui y a mené. Et je repensais à la question aussi, peut-être d'Hugo tout à l'heure, sur effectivement nos élèves qui ont accès à des images qui prennent la forme ou la grammaire des films documentaires, mais finalement pour délivrer des discours négationnistes, complotistes, etc. Et est-ce que ça pourrait être une réponse justement aussi que le réalisateur finalement explicite la démarche d'enquête, est-ce qu'il a hésité sur telle ou telle image, et est-ce que ça pourrait trouver un financement? On a un système de financement en France qui est aussi exceptionnel. Unique. Unique, puisqu'on a le CNC, Centre National du Cinéma, qui ne subventionne pas, d'ailleurs très important, puisque le CNC ne reçoit pas d'argent de l'État. Il reçoit une taxe sur les billets d'entrée des films qu'il reverse à la profession dans des commissions qui sont composées de professionnels. Donc c'est vraiment une espèce d'auto-redistribution qui fonctionne plutôt pas mal. Et à côté de ça, il y a la ProCirep, alors on ne va pas donner tous les détails, l'Angoa, enfin, il y a vraiment un système d'aide à la production qui est unique et bon, qui ne garantit pas parfois l'entièreté de... Je ne sais pas, peut-être que tu peux dire un mot sur cet aspect-là, parce que c'est important. Il y a la chaîne qui alloue un budget à une production extérieure. Et c'est cette production qui est missionnée pour payer les intervenants et en même temps gérer le budget et l'augmenter s'il n'est pas suffisant, via la ProCirep, via les CNC, via toutes sortes de subventions publiques et associatives. Parce qu'en fonction du sujet du film, eh bien, on peut taper à telle ou telle porte qui va nous donner quelques compléments. Moi, c'est vrai que je tape souvent, vu les films que je fais, à la Fondation pour la mémoire de la Shoah. On ne va pas dire telle minute coûte tant. Ça dépend des pays, ça dépend des banques d'archives, ça dépend si elles sont subventionnées ou pas. Et ça peut être à la tête du client. Donc on n'a aucune marge de manœuvre sur le coût des archives. Qu'est-ce qui coûte cher? Les conserver, les restaurer, les manipuler, l'entretien des machines, qu'il faut changer, j'en sais rien. Moi, ça peut être 10 000 € la minute, ça peut être 6 000 € la minute, ça dépend. Et ça peut être 100 000 la minute, encore une fois. Et il y en a qui, dans certains territoires, sont gratuites. C'est le cas des archives américaines, le NARA. C'est unique au monde. Et puis il se trouve qu'à un moment donné, quand on fait un film, il faut écrire le commentaire. Le commentaire, en général, on l'écrit quand il y en a un, parce qu'il y a des réalisateurs qui font le choix de ne pas avoir de commentaire et de laisser le montage, la narration parler pour elle-même. Comment on fait le commentaire? Ça dépend du film, j'ai envie de dire. Moi, j'ai 3 exemples personnels de mes productions où il y a à chaque fois du commentaire et qui sont en même temps très différents. Il y a les Einsatzgruppen, qui se veut un commentaire, certes avec un point de vue, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on n'est pas hors sol, donc on parle aussi du point de vue où l'on est. Mais en même temps, c'est un commentaire qui est en réalité le produit ou le fruit de travaux historiques. Donc on se fait par le commentaire le relais d'une ou 2 recherches historiques. Bon, ça c'est le cas par exemple de Einsatzgruppen. Dans le cas d'un autre film que j'ai réalisé qui s'appelait La confrérie, enquête sur les frères musulmans, le genre était
similaire d'une certaine manière, puisque c'était archives, en titre, et puis entretien. Et dans ce cadre-là, certes, il y avait, le commentaire jouait le même rôle, c'est-à-dire à la fois de mise à jour des travaux et des recherches historiques, et en même temps, il fallait que j'adopte une posture qui était différente, qui était celle, en quelque sorte, du candide, de celui qui se pose des questions et qui va essayer de trouver les réponses. Celui qui est mon plus personnel, qui est l'histoire de mon père, qui s'appelle La passeuse des Aubrais. Il s'agit d'une micro-histoire. Ça a été 4 ans de recherche pour trouver les documents d'arianisation des biens juifs de mes grands-parents. Je ne savais même pas que ça existait. Enfin, je veux dire, je ne savais pas que ces documents existaient. De trouver l'endroit où il a été caché, d'aller vraiment dans les bases de données les plus locales, des bibliothèques de mairie, à la Reims, enfin. C'est beaucoup plus difficile en réalité, parce que là, il y a zéro connaissance. Et tout à coup, je découvre, j'ignorais complètement le rôle de ce type, Pierre Lussac, l'empreinte qu'il a pu avoir sur Orléans, qui en a été, comment dire, totalement amnésique, au point où les Orléanais et les historiens locaux les plus pointus ne peuvent plus dire où se situait la commandante Tours. C'est pas rien quand même. Donc on revient après un effacement des traces ou une amnésie totale, alors que, bon, en gros, la conférence de Wannsee aujourd'hui, je veux dire, on connaît la date, on sait ce qui est dit, il y a les rapports qui sont présentés, je veux dire, il y a pléthore de documents. Et sur des micro-histoires, contrairement à ce qu'on pense, bah, c'est vraiment difficile, parce que là, trouver les documents où ils sont nécessite des années d'enquête. C'est un rapport subtil entre le discours historique et l'image, mais je ne crois pas qu'on doive ou qu'on puisse négliger l'un au détriment de l'autre. Donc si le discours historique nécessite un complément ou un développement, on ne va pas le mettre sous la table parce qu'on n'a pas l'image pour le soutenir. On trouvera un moyen. Lorsque l'image est authentique, mais toutes les images ne sont pas à prendre toujours de la même manière. Lorsque je mets image de propagande, je mets un extrait in extenso et je vous montre à la fois, je vous donne le goût de l'époque. Voilà. Je vous dis comment traduit cette situation réelle, comment la propagande traduit cette situation-là, avec son discours à lui. Et là, je reste en retrait, je n'interviens pas. Lorsque je fais un récit d'une situation, d'un épisode historique, j'utilise les mêmes images de propagande, mais je les démonte, je dénazifie en quelque sorte leur contenu. Parfois, je le fais moi, lorsqu'il y a mon commentaire sur les images. Parfois, je laisse à d'autres le soin de le faire. C'est exactement ce que fait Edward Anders avec la pellicule, la série de photos de Schkedé. Il nous dit, ces photos ont été prises par un opérateur allemand. Il veut montrer qu'il n'y a pas d'Allemands sur le terrain. Mais vous voyez au fond, il y a une voiture militaire, c'est une voiture allemande. Ils se cachent bien, ils ne sont pas présents là, mais ils sont là. Les Allemands, les nazis, faisaient poser leurs victimes avant la prise de photos. Ils nous l'expliquent, etc. Donc là, on a quelqu'un qui est un historien, même amateur, mais personne ne connaît mieux cette série que lui, parce qu'il y a échappé, qui est à la fois plusieurs situations. C'est un très grand scientifique, et en même temps, c'est un historien de cet épisode-là, de cette série photographique-là, et c'est un rescapé qui a réchappé à cette exécution qu'il nous montre. Donc il a différents statuts qui lui permettent, lui, de dénazifier. Ça ne veut pas dire que les gens sur la photo ne sont pas réels. Ce n'est pas parce que c'est de la propagande que l'image n'existe pas non plus. Donc l'image existe, il faut savoir comment la démonter, comment la remonter. Donc ça, c'est une chose. Et puis, il y a des images qui sont purement illustratives, qui sont presque de la fiction, tellement elles sont illustratives. Et moi, dans La passeuse des Aubrais, par exemple, j'ai joué à fond ça. Il y a un moment où je raconte l'histoire de Pierre Lussac. Alors évidemment, il y a beaucoup de sources qui sont authentiques, qui sont des documents administratifs, qui sont les coupures de journaux de son procès, etc. Et au milieu de tout ça, il y a des archives qui sont pour moi traitées quasiment à la manière d'une bande dessinée. On voit un coup de feu, je sais très bien que ce n'est pas Lussac qui tire un coup de feu, il n'a pas été filmé, et je pars du principe
que, en tout cas par le montage et le discours qui lui est adjoint, le public va le comprendre lui-même. Donc il y a un jeu aussi parfois avec l'archive, une mise à distance de l'archive, où l'archive est sollicitée quasiment comme une image de fiction. Et lorsqu'on n'a pas l'image de fiction, eh bien on va la créer. Ça donnera du docu-fiction, avec des acteurs qui vont avoir un dialogue, mais un dialogue qui s'est authentiquement tenu entre deux personnages historiques, mais qui n'a pas été filmé. Donc c'est une reconstitution. Et là, on n'est pas dans le film historique de cinéma type l'affaire Dreyfus, où là, on reconstruit tout, y compris les dialogues, avec des acteurs. Ça. Ou alors on fait ce que j'ai fait moi, que j'appelle de l'évocation. Dans La Passeuse des Aubrais, il y a ces plans où on voit une image de Madame Léopold et des deux enfants que pouvaient être mon père et sa sœur. Quelle solution pour vous paraît intéressante vous dans votre travail de documentariste pour mettre en scène et expliciter le travail des historiens? Et est-ce que vous auriez comme ça des exemples de documentaires où vous trouvez que justement les apports du savoir historique ont trouvé dans la forme du documentaire une solution visuelle qui vous paraît très... Si on montre Nuit et brouillard aujourd'hui, forcément on va montrer un film qui est daté, comme on dit. Mais c'est intéressant parce que ça permet tout de suite de dire, vous voyez, la manière dont, à l'époque, ceux qui ont fait ce film l'ont fait, ben, ils l'ont fait à partir probablement de la connaissance qui était disponible pour eux. Et évidemment, aujourd'hui, cette connaissance, elle a évolué. Alors, déjà expliquer aux élèves qu'en histoire, la connaissance évolue, qu'elle n'est pas figée, c'est déjà une chose qui n'est, enfin, qui se voit arriver à moi en tant qu'enseignant, qui n'est pas simple. Je pense que dans les nouvelles générations, alors, moi, je puis me permettre de donner un exemple récent, qui est la série Décolonisation qui vient de passer sur Arte, que moi j'ai trouvé vraiment très réussi. Donc, très réussi à la fois sur le plan de la réalisation, donc mêlant une énorme matière archivistique, des formes d'animation qui sont quelque chose qui s'est développé depuis quelque temps, qui permet, si vous voulez, de créer de l'imagerie là où il n'y en a pas. Et puis désormais, ce sont des films qui sont marqués, un film de, et le nom de l'historien est au générique comme un film de. Donc c'est quand même énorme comme avancée. Parce qu'il faut savoir, pour être un peu trivial, que quand un historien intervient comme auteur, il va partager avec le réalisateur les droits d'auteur générés par ce qu'on appelle la SCAM, la Société civile des auteurs multimédia, c'est-à-dire ce qui est reversé quand le film est montré. J'ai été amené à remonter un film que j'avais déjà monté pour la télévision française, pour le National Geographic, et pour n'importe quelle information, pour la moindre information historique, il demande 2 notes de bas de page de sources historiques. Je regrette qu'on ne le demande pas en France. Les chargés de programme nous font confiance, mais enfin bon, tout ça pour dire que on est tenu quand même par une déontologie. Et on est tenu aussi par ceux qui nous donnent les financements, qui sont les exigences même de la chaîne, du point de vue ne serait-ce que historique. Mais la chaîne, elle intervient à tous les niveaux, pas seulement sur le contenu historique d'un film. C'est une passation de relais. Nous récoltons les fruits du travail des historiens pour construire ce que nous faisons. Aux enseignants de récolter notre travail pour, à leur manière, en fonction des situations, du contexte, les donner à voir de la manière qui est la plus appropriée à leurs élèves. Ça peut être une séquence, ça peut être... mais en tout cas, ça reste pour moi un objet pédagogique, même si on n'en utilise qu'une petite partie.